Être en faveur de la liberté d'expression, c'est être en faveur de l'expression d'idées avec lesquelles on est en désaccord, et même d'idées qui nous répugnent, et d'idées qu'on déteste. C'est ça, être en faveur de la liberté d'expression. Sinon, vous n'êtes pas en faveur de la liberté d'expression. En faveur de la liberté d'expression, des idées que j'aime, c'était la position de Staline. L'université a toujours été l'endroit par excellence où venaient des débats d'idées, qu'elles soient consensuelles ou non. Mais la liberté d'expression et la liberté académique seraient en danger selon certains. Aux États-Unis et en Angleterre, de nombreux cas de conférences annulées, même de professeurs réprimandés, ont fait les manchettes après que des étudiants aient trouvé leurs propos offensants. On a décidé de tenter le pouls au Québec, on a mené une expérience dans une université montréalaise et pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que ça se rendrait jusque-là. J'aborde des malaises, mais je ne fais pas qu'en parler, je les expérimente. Ici, on joue sur la corde sensible. Pour tester la tolérance des étudiants envers certains sujets sensibles, on a préparé et imprimé 2 affiches assez caricaturales. Pour ça, on a collaboré avec une enseignante de l'UQAM, là où on a mené notre expérience. Elles sont caricaturales et elles portent, dans le fond, un propos aussi qui est très peu nuancé. C'est tout l'inverse d'un propos nuancé. La première affiche aborde des thèmes propres à la droite identitaire et au nationalisme. Elle invite les intéressés à discuter de ces enjeux en février sans préciser de date ni de lieu. La deuxième affiche appelle à la compréhension envers des actes de vandalisme anti-gentrification commis envers de petits commerces d'Hochelaga et Saint-Henri. On peut y lire que des assemblées populaires se préparent. Un vendredi matin assez calme, on a posé les 40 affiches bleues et rouges dans plusieurs pavillons de l'université. Peut-être qu'une des 2 affiches va rester plus en place, peut-être qu'il y en a une autre qui va faire plus réagir. Dans la réaction, est-ce que les gens vont aller jusqu'à l'arracher ou pas? Ça, c'est à voir. Pendant 3 semaines, on a fait un suivi serré de la situation. Et dès les premiers jours, des affiches faisant la promotion du véganisme ont été apposées sur le tiers de nos affiches bleues. Et ça, c'était juste le début. Le groupe Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens de l'UQAM a jugé bon de répondre à notre affiche nationaliste. Ils ont imprimé et apposé un message à côté de celle-ci stipulant que le nationalisme identitaire, islamophobe, xénophobe et raciste n'est pas le bienvenu à l'UQAM. Ce groupe a aussi capturé cette image avant de la publier sur sa page Facebook. Mais c'est quelques jours plus tard que ça a vraiment dégénéré. Une association étudiante a même demandé l'annulation de notre événement fictif. Une publication Facebook de la FECH UQAM, qui compte 5000 membres, génère des discussions enflammées. Elle dénonce le nationalisme identitaire raciste qui caractériserait, selon eux, notre affiche. Le message est clair, c'est tolérance zéro. Ce message suscite des centaines de réactions, commentaires et partages. Certains l'appuient, d'autres la condamnent. C'est une minorité. À mon avis, il y a plusieurs, je pense que des groupes spécifiques, en fait, mais c'est quand même une minorité d'étudiants dans la mesure où ces groupes-là sont très concentrés et très mobilisés. En effet, il s'agit d'une minorité qui, dans ce cas-ci, tranche pour la majorité. La FECH UQAM a adopté, en Assemblée générale le 16 novembre dernier, des mandats qui dénoncent entre autres l'instrumentalisation de la liberté académique et de la liberté d'expression lorsqu'elles servent à justifier le droit de prononcer des discours ou d'exercer des actions haineuses. On sait que lors de cette assemblée, moins de 1% des membres étaient présents. Donc, moins de 50 personnes ont adopté ces mandats pour la totalité des 5000 membres. Cette décision touche alors potentiellement les 42 800 étudiants de l'université, dans le cas où, par exemple, des événements et conférences seraient annulés en lien avec ces décisions. Depuis, on a retiré toutes les affiches restantes et pour ceux qui se le demandaient, les affiches rouges n'ont suscité aucune réaction. On a demandé de plus amples explications à la FECH qui nous a référé à 2 de ses délégués. On n'accepte pas que ce genre de discours soit perpétré au sein de notre université. Depuis sa création, la FECH a des mandats antiracistes, des mandats féministes, des mandats anticolonialistes. Puis c'est pas une nouvelle pratique que d'annuler des conférences ou d'essayer de bloquer des événements. Mais ce mandat-là dont on parle ne sort pas de l'ordinaire. Mais ce mandat-là invite quand même à ne pas tolérer des événements et peut, par le fait même, empêcher 43 000 étudiants d'avoir accès à une conférence. C'est trop, là. Oui, sauf que on considère que c'est justifié. Lorsque la liberté d'expression est instrumentalisée, on dit « moi j'ai la liberté d'expression de tenir des propos racistes ou hétérosexistes, homophobes », c'est plus de la liberté d'expression. À ce moment-là, on empêche l'accès à l'université. On fait de l'université un endroit qui n'est pas sécuritaire pour les populations marginalisées. De voir que c'est au sein de l'université qu'on refuse de débattre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, ça me trouble parce que ça annonce un monde dans lequel on se replie chacun sur soi-même.
une sorte de retour vers les gens qui pensent comme nous et le refus d'être confronté avec quiconque ne pense pas comme nous. Une espèce de posture de supériorité morale qu'on se donne à peu de frais tient lieu d'argumentaire. Un autre exemple, récemment, une conférence sur la transsexualité a dû être interrompue à l'UQAM. Des étudiants et militants fortement opposés aux propos de la conférencière invitée et postdoctorante Réa Jean ont perturbé son discours, forçant cette dernière à cesser sa présentation. À un moment donné, j'ai dit que je n'étais plus capable de continuer parce que je me voyais pas pendant 45 minutes à continuer à parler là, devant les gens comme ça qui venaient pour se foutre de ma gueule, puis qui venaient c'est ça, m'insulter, tout ça. Marie-Pierre Boisvert, directrice générale du Conseil québécois LGBT, avait demandé aux organisateurs d'annuler la conférence. J'étais blessée personnellement par ses propos, alors que je suis pas une personne trans. Fait que je peux même pas m'imaginer avoir été une personne trans qui était assise là puis pas réagir. Je shakeais sur ma chaise. Qu'on peut critiquer puis analyser ce mouvement-là sans qu'on le voit comme s'attaquer aux personnes. Puis ce qui est ironique, c'est que c'est nous qui nous faisons attaquer là, personnellement quand on se met à parler. Là. C'est pas qu'ils voulaient l'empêcher de parler, mais ils pouvaient pas faire comme si ce qu'elle disait c'était acceptable ou... Je veux bien que les universités ont une indépendance, c'est vraiment important, mais c'est quand même un lieu de savoir où est-ce que les gens ça devrait être comme un espace sécuritaire par excellence pour les idées puis pour les personnes. Il y a des choses maintenant qu'on appelle safe space, des espaces protégés. Alors, on voudrait qu'il y ait des espaces dans lesquels les gens soient à l'abri de certains discours. On peut comprendre que pour certaines raisons, parfois ça peut être permissible, mais que ceci se répande de manière extensive à l'intérieur de l'université, c'est troublant. Pendant que nous suivions l'évolution de la situation de nos affiches à l'UQAM, l'Université Berkeley a été le théâtre de manifestations violentes entourant la tenue d'une conférence par le provocateur Milo Yiannopoulos, un supporter de Donald Trump et pourfendeur de la censure. En réponse à l'annulation de la conférence par des manifestants, dont des élèves et des professeurs, le président américain a même menacé de couper le financement à l'institution californienne. De mémoire aussi, ça s'est produit à Montréal, je crois que c'est à Concordia ou à McGill, on me corrigera là-dessus, mais il y a quelques mois, Jean Charest devait prendre la parole dans cette université. Il n'a pas été en mesure de prendre la parole et les gens ont perturbé sa conférence et il est parti. Et à mon avis, ce sont les gens qui ont perturbé sa conférence qui sont perdants, pas Jean Charest. C'est trop facile d'entendre que des arguments qui confortent ce que vous pensez déjà. Mais vous ne pourrez défendre votre position correctement, de manière saine et crédible et forte, que si vous avez pris en compte les arguments de ceux qui sont en désaccord avec vous. Et pour ça, il faut les entendre. Alors, une université, c'est un endroit où on pourrait débattre de tout, y compris de choses qui nous répugnent, vous et moi. Ironiquement, peu importe ce qu'on pense de la censure dans les universités, force est de constater que ceux que l'on souhaite faire taire finissent souvent par bénéficier plus de visibilité par le tollé qu'ils suscitent. Par exemple, dans la nuit suivant les émeutes à Berkeley, le livre de Yiannopoulos est passé de la 642e à la 5e place des ventes sur Amazon. Ça fait quand même réfléchir.